Avec le même plaisir, on vous retrouve toujours sur la chaîne Au cœur de nos défis pour un nouveau numéro du Loft. On espère que vous vous portez super bien. En tout cas, nous, on est très heureux de vous savoir nombreux à nous regarder. Merci de nous regarder et on vous souhaite une très belle journée en notre compagnie. Vous faites bien de choisir BF1, vous faites bien de regarder le Loft. Alors aujourd'hui, pour vous, on a décidé de prendre une petite avance parce que c'est notre dernier numéro dans ce mois d'avril. Bientôt, on ira au mois de mai. Et vous le savez tous, le mois de mai commence le 1er avec la fête du travail. Et on va vraiment parler de boulot pratiquement tout au long du mois de mai. Mais déjà, avant, on va essayer d'entrer dans ce mois-là en forme avec les couleurs, avec les fleurs, avec la bonne humeur qu'il faut naturellement, bien dans la tête, bien dans le corps pour affronter ce nouveau mois en espérant que les choses vont s'arranger le plus rapidement possible afin que la vie puisse reprendre son cours normal. Alors le mardi, vous le savez en général, quand il ne nous pose pas un lapin, il est là avec une chronique mode pour nous. Heureusement aujourd'hui, il est là à l'heure. C'est important de préciser tout ça. Comme ça, la prochaine fois qu'il serait tenté d'arriver en retard, il va se dire « Ah tiens, elle risque de le dire en direct ». Donc, il va faire attention. Alex? Non, je dis toujours aux téléspectateurs, quand je suis en retard, c'est des problèmes logistiques, des problèmes techniques. C'est vraiment indépendant de ma volonté. Sinon, ils savent, je ne vais jamais vous poser un lapin, je serai toujours à l'heure. Really, Stéphanie, Ouais, c'est pour sauf le quand tu es vrai. obligé d'aller chercher ton téléphone au centre-ville pendant qu'on t'attend ici. Je passe au centre-ville, pour un souci technique, pour être présentable au vu de nos très chers téléspectateurs. Donc, du coup, tout est lié, toujours le meilleur pour eux. Quand Donc, c'est pour être présentable, on te pardonne. bien sûr. On fait tout pour être, pour avoir une certaine allure à leurs yeux, en fait. C'est bien. Ils sont chers à nos cœurs. En même temps, en tant que directeur de la Fashion Week, tu as intérêt. Ah, aussi. Même si les gens au centre-ville, je suis tout le temps en t-shirt, sandales, jeans. Ah, mais c'est sûr que quand tu es en situation de travail, on se demande, c'est lui? Exactement. Je suis très basique. Ouais, mais en ce moment, hormis ça émission. va. En même temps, il fait une de ces chaleurs et c'est pas évident d'être tout le temps épinglé. C'est assez difficile. Tu fais des efforts pour nous, on te dit merci. C'est un plaisir. Sinon, toi, ça va? Oui, ça va. Ça va bien? Ok, d'accord. C'est pas aller mieux, mais ça va. Alors aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet dont on a forcément entendu parler, peut-être dans nos recherches, peut-être à la télévision, peut-être dans un film. C'est vrai que moi, j'ai vu ça dans des films, j'en ai entendu parler dans des films, j'en ai entendu parler à l'école, je l'ai vu sur Internet et naturellement, à un moment donné, ça intrigue dans notre tête africaine. Souvent, on se dit que c'est un truc de blanc encore, c'est quoi cette invention? Et finalement, on se rend compte que c'est des réalités qui concernent l'espèce humaine, donc forcément qui nous touchent également. Et aujourd'hui, on a décidé, en ce 28 avril, journée donc, de la santé et de la sécurité au travail, de parler du burn-out. C'est très important, c'est un sujet qu'on ne connaît pas forcément, qu'on découvre peut-être des situations que peut-être des gens traversent, mais sans forcément le savoir, sans avoir l'accompagnement nécessaire autour. On va essayer d'avoir un peu plus de connaissances sur ce phénomène-là, comment ça se passe, comment on le vit, comment on le ressent, comment on traverse, comment on surmonte, comment on règle le problème derrière, comment on réapprend à vivre après. Et naturellement, vous le savez, ça ne se passera pas avec moi et Alex, parce que si vous comptez sur nous deux, c'est mal parti. C'est mal parti. C'est sûr que vous pas n'êtes du pas tout notre sorti de domaine de l'auberge. prédilection de parler de ça. Ah voilà, donc voilà pourquoi aujourd'hui on a décidé de s'entourer de spécialistes de la question parce que oui, c'est un sujet qui nous dépasse un peu. Donc on a invité sur ce plateau le docteur Zemba qui est psychologue, qui a bien voulu prendre de son temps pour venir, pour s'asseoir dans notre salon, pour échanger avec nous et nous apprendre. Bienvenue sur notre plateau. Merci, bonjour. Bonjour, on espère que vous portez bien. Pas mal. Les activités? En dépit du confinement, on se maintient. D'accord. Et juste à côté de moi, nous avons le docteur Zio qui est psychologue, spécialisé psychologue du travail. C'est bien cela. Bienvenue sur notre plateau. Et à lui, je vais lui rappeler d'utiliser son micro. Il n'a pas l'habitude, donc il va falloir que le réflexe vienne. Tout à fait, c'est vrai. Merci, bonjour. Comment ça se passe chez vous, les activités et tout ça? Ça va, surtout que nous sommes actuellement dans la suspension donc, des cours, donc on a le temps de se préparer pour d'autres choses, notamment pour cette émission. D'accord. Et c'est vrai que ce n'est pas forcément le sujet, mais depuis que nous traversons la pandémie et que forcément ça s'est répercuté
dans notre organisation, dans notre vie de tous les jours, on entend souvent des gens qui disent « Ah, on n'est pas loin de la dépression, tout le temps à la maison, il faut trouver des gens avec qui parler et tout ça. » Est-ce que ça augmente votre charge de travail, vous qui êtes psychologue, tous les deux? Docteur Zamba? En effet, tout en sachant que le stress est provoqué par, je dirais, l'absence ou par excès de simulation. Ça veut dire que vous comme moi, nous avons des niveaux de stress qui nous permettent d'améliorer notre rendement au travail. Ça veut dire que ce niveau maximal en tant que tel varie entre nous qui sommes sur le plateau. Donc, pour nous, psychologues, les agents stressants risquent d'avoir des effets néfastes sur les sujets dont la vie est centrée sur le travail. Oui. Ça veut dire, pour nous, tout problème, je dirais organisationnel, devient générateur du stress. Parce que nos rapports liés à l'organisation du travail sont qualifiés comme étant des agents de stress. D'accord. C'est-à-dire quand il y en a trop ou pas assez, c'est un problème. C'est un problème. D'accord. Ça, c'est pour ceux qui sont un peu dans le milieu professionnel. Le docteur Zio, qui est plus dans l'enseignement, est-ce que ça peut se passer aussi ainsi pour les étudiants? Bien sûr qu'à partir du moment où on se retrouve en contexte de travail, puisque que ce soit le stress ou le burn-out ou les maladies qui sont à peu près dans la même trame, s'inscrivent dans le cadre donc du contexte de travail. Et les étudiants, comme d'autres personnes, sont en situation de travail. Et lorsque les ressources dont dispose l'étudiant ou le travailleur sont en deçà de ce que exige la tâche ou le contexte qui lui est imposé ou proposé, ben, cela peut être générateur de stress. Mais en général, le stress, c'est quelque chose qui existe, on va dire, pratiquement en permanence. Lorsque vous conduisez votre voiture, par exemple, à Ouaga, vous comprenez bien que votre niveau de stress monte. Ça, mais c'est sûr. Dès que vous arrivez à destination, votre niveau de stress baisse. Donc, c'est exactement cela. Maintenant, ce qui fait que ça devient plus grave, notamment lorsque ça atteint un stress chronique ou le burn-out, par exemple, ou même des situations encore plus graves, c'est le fait que le niveau de stress reste très haut et ne descend pratiquement pas parce que les agents stresseurs font leur effet en permanence et au long cours. Et finalement, la personne n'a pas le temps de se reposer, de redescendre. Voilà, exactement. Et cela provoque donc réellement une situation impossible à gérer par la personne. D'accord. Je vous sors un peu de sujet pour parler de cette période de pause des cours pour les étudiants. Est-ce que ça peut avoir un effet sur leur façon de fonctionner quand on sait qu'on a été étudiant, hein, quand le prof ne vient pas ce jour-là, tranquille, personne ne va s'en plaindre. Donc, est-ce que cette longue pause-là perturbe vraiment les étudiants? Alors, le stress ou le burn-out n'est pas dû seulement à un seul facteur. Plusieurs facteurs rentrent en ligne de compte, notamment les facteurs sociaux, les facteurs individuels, les facteurs organisationnels, les facteurs contextuels. Alors ici, il y a un facteur peut-être pour les étudiants qui manque, c'est le facteur contextuel, notamment de l'université ou de l'école. Donc, on va dire, l'étudiant a encore plusieurs autres appuis pour pouvoir se maintenir, donc pour ne pas générer ou fabriquer du stress. Et dans ce cas-là, on va dire quand même que même s'il y a un stress, il reste toujours quand même supportable. D'accord, voilà. Ok. Ben, on ne va pas trop se stresser pour le moment, on ne va pas aller trop vite en besogne, on va se calmer, on va se poser. Vous voulez... Il faut dire effectivement, comme disait le professeur Zio, docteur Zio, Oui. Les agents stressants, le stress s'articule sur les deux types. D'accord. Le stress d'origine carrément individuelle et il y a le stress d'origine organisationnelle. D'accord. Ouais. Ok, donc on va revenir sur ça. Vous en faites pas, je vous vois déjà, hein, tous ceux qui sont comme moi en mode « oui, j'ai pas tout bien compris ». Ne vous en faites pas. On va revenir, on va éclaircir tout ça. Comme quelqu'un le dirait, on va parler en français facile. Mais en attendant, on se pose parce qu'on vous l'a dit. Le mardi nous amène ses bons conseils pour être toujours chic et élégant. Et il est là aujourd'hui avec des conseils pour être bien sapé, même quand on est à la maison. C'est bien cela, Alex? Bien sûr, Stéphanie. Et là, nous allons déstresser tous ceux qui sont devant leur écran. Nous allons déstresser. Moi, tout le monde sait que je suis partisan de la beauté, du raffinement, de l'élégance, même quand on est à la maison, bien sûr. Surtout.
Pourquoi tu me regardes quand tu dis ça? Non, parce que tu fais partie de mes cibles potentielles, Ah, Stéphanie. mais on a le tu fais droit partie d'être un peu Tu fais partie de mes décontracté à la maison, quoi. Donc, du coup, surtout en cette période de confinement où nous passons énormément de temps à la maison, c'est pas le moment de relâcher ses gardes. Au contraire, il faut faire attention à soi, il faut prendre soin de soi. Les hommes comme les femmes, il faut toujours être à la pointe, il faut toujours être coquette, Tu tout permets ça. que je te coupe? Oui. Je suis tombée sur une vidéo super rigolote d'une dame, en fait, elle s'est complètement sapée, elle est habillée, coiffée, maquillée et tout ça. Et son mari lui demande, elle va où? Elle fait genre, je pars à la cuisine pour boire un verre d'eau. Non, Elle mais- est confinée, elle ne peut pas sortir. Mais elle ne veut pas oublier, donc elle se maquille tranquille et part à la cuisine pour prendre un verre d'eau. Je pense que Dr Zemba et Dr Zio me diront pas le contraire. Souvent, il faut se mettre en état dans ces contextes pour avoir un certain équilibre. Sinon, tu vas perdre pied sur terre. Donc, aujourd'hui, mon conseil, il est très simple. 5 tenues pour rester élégante à la maison. D'accord. Mesdames, c'est ça mon thème pour vous aujourd'hui. Et sans plus tarder, je vais vous proposer ma première tenue. Qui est la robe courte sans manches que vous verrez tout de suite à l'écran. C'est une robe simple vraiment que je pense que la plupart des femmes Ouais, ont ça pour rester sur à la leur maison, garde-robe. Ça me parle, ça. Et c'est ça, c'est la petite robe courte épaule bardeau. C'est vraiment la plupart, on peut compter les femmes et les mamans, même en âge avancé, qui n'ont pas ça, que ça soit court ou long dans leur garde-robe. Par ces une temps qui tendance. courent, hein. Tu dis? Il fait super chaud, donc forcément, on a besoin de quelque On chose comme s'aère ça. facilement des dents, tout ça. Et puis, c'est une robe, au lieu d'attacher un pagne. Vous avez quoi contre le pain, monsieur? Non, rien, j'ai rien. Mais au moins, au lieu de l'attacher, on peut le coudre et avoir un motif assez bien porté D'accord. pour tous les âges. Et voilà. La deuxième tenue que je vous propose aujourd'hui, c'est une autre robe courte aussi, qui est très adaptée pour la maison. Donc du coup, voici, Pas ça, une robe c'est pas ça, mais ça c'est une autre tenue, une tenue simple, une tenue pour les gens qui sont pas Elle est là? adeptes C'est trop. elle, la robe? Oui, c'est elle la robe courte, c'est ça. Donc du coup, si ça rentre dans la tendance toujours de la robe courte et Paul Bardot, vous voyez les bretelles minces, tout ça, c'est extraordinaire pour rester à la maison et vous n'avez pas besoin de trop charger, vous avez de jolies sandales. Il y a des maquillages légers simplement pour la maison, on se purifie la peau, voilà, tout ça, des maquillages et on se purifie Effet la peau. naturel. Effet naturel, tu as un maquillage effet naturel avec ça, de petits bijoux et je pense que le tour est joué quand t'as pas besoin de faire des tonnes pour Tranquille plaire à la à maison. monsieur ou être présentable devant les invités ou devant les amis ou devant Parce les que c'est enfants. vrai qu'il y en a qui ne préviennent pas avant d'arriver. Exactement, ça ne prévient pas. Il y a des gens, oui, on est là, on te Ouais. voit les cheveux tout déguerpis. Et ces tenues, moi je pense, c'est des tenues même qu'on peut porter pour être en cuisine, quoi. Même en cuisine, il faut avoir une certaine touche de raffinement et d'élégance, même en suis cuisine, d'accord avec je toi. pense. Donc du coup, on passe à notre contraire. prochaine robe. Nous allons passer à notre prochaine tenue. Qui est toujours dans la même gamme des tenues très relax pour être à la maison. Moi, je trouve que ça, c'est quand même Tout habillé. ça c'est pas habillé, c'est la combinaison. Du tout. La combinaison, c'est un des plus grands classiques de la maison. Ouais. Être en combi, c'est Mais pour ça. coupé comme ça, je me verrais bien sortir avec ça. Non, on enlève les chaussures. Tout est effet de chaussures. Ça, D'accord. c'est sur des talons. Stéphanie Petit, c'était sur des sandales. Mais imagine, tu sais que tu peux te faire un dîner, surtout en ces périodes de confinement, tu peux te faire un dîner avec monsieur, juste vous deux, à la maison, le samedi, tranquille, tu t'habilles comme c'est là. Tu prépares un excellent... je pense que nos très chers On docteurs va ne le diront pas le préparer contraire. ensemble, vu qu'on est tous les deux à la Pourquoi pas? C'est une très Ah, on bonne va le idée, c'est une préparer très ensemble, bonne idée. c'est- Donc, du coup, tu as cette tenue, tu as une combi avec des sandales, voilà, ça passe très, 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 très bien. Et voici quoi. Donc, du coup, notre prochaine tenue qui est une tenue plus classique pour des gens qui sont pas vraiment amateurs de paille. C'est pas tout le monde Non, qui est c'est vraiment vrai que c'est pas tout le c'est monde pas tout le qui monde qui est porte le amateur paille, de ouais. paille, peu importe le style. Il y a des gens qui sont plus tenus très classiques. Fidèles.
Exactement. Donc, dans ce cadre, vous pourrez avoir le pantalon, le petit chemisier, et puis les sandales, tout ça. C'est vraiment une tenue très, 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 très classique que vous pourrez porter à toutes circonstances, même pour aller au supermarché. Ces tenues, ce sont des tenues qui peuvent vous permettre de sortir. C'est pas forcément. En fait, c'est des bien. tenues- Ce qui est sympa quand tu es bien habillé, même quand tu es à la maison, c'est que même quand tu es surpris par une sortie tranquille, Exactement, exact. Tu Tu te dis pas, ouais, je dois courir pour faire ci, je dois courir pour faire ça. Tranquille. Tu as déjà une base qui est là et c'est plus facile, mais vraiment plus facile de pouvoir gérer toutes les situations, les imprévus, tout ça, tout ça. Et la dernière robe qui est ma préférée, la robe chemise boyish. Que vous allez voir, tranquille. c'est vraiment relax, mais de chez relax. En fait, c'est une robe tellement facile à accessoiriser que tu la portes avec des talons, ça a un autre effet. Bah oui. Quand tu la portes avec Avec des une sandales, ceinture, tu as un autre tranquille. effet. Que tu la portes avec des chaussures ouvertes, tu as un autre effet. Que tu la portes avec du maquillage ou des boucles d'oreilles ou des bijoux raffinés ou moins raffinés, elle s'adapte à toutes les circonstances. Elle est idéale pour rester à la maison, elle est idéale même pour partir au bureau, elle est idéale pour partir à un dîner. Vraiment, pour moi, c'est la robe passe-partout. J'ai envie de dire que cette robe est à Alex, la petite robe noire à Coco Chanel. Exactement, c'est ma petite robe noire, c'est ma petite robe noire de Chanel. Cette robe, elle est passe-partout au fait, elle est vraiment extraordinaire et elle est très facile à enlever, elle est très facile à porter et voici quoi, ça c'est mon coup de cœur. D'accord. Cette robe, c'est mon Donc coup de on cœur. a compris. C'est vrai que quand on est toute la journée à la maison, on peut avoir la flemme de faire attention à soi. Tu nous as dit à nous femmes ce qu'on doit faire, mais de grâce, dis aux hommes. Non, Le short avec le débardeur à la maison tranquille, en claquette, franchement, si on fait des efforts, faites-en aussi, quoi. S'il vous plaît. Non, on parlera. Il fait chaud à la maison, tranquille, donc je compte sur toi. On parlera de ça, mais les femmes, c'est encore. Je pense que c'est. Les hommes, ça va toujours, mais les femmes, c'est un peu plus délicat quand elles sont à la maison. Bah, la vue aussi, ça compte pour nous, hein. Surtout que quand même, il y a la beauté du corps. Exactement. Les hommes, genre. L'expression de notre... Docteur, franchement, la vue aussi, ça compte pour nous, tranquille, quoi. Autant nous demandons aux femmes, autant il faut que nous fassions des efforts. Exactement. Franchement. 100% d'accord, mais genre ton mec qui est en tenue de sport à la maison, tu diras pas que c'est pas. Ça dépend de la tenue de sport, quand même. Tu as raison. Bon, on reviendra sur ce sujet avec les Faut hommes. faut pas me rappeler des souvenirs dans ce studio. Sinon, on va citer un exemple. Non, merci. Non. Donc, les hommes aussi, faites des efforts. Non, je compte sur toi, Alex. Non, je pour nous reviendrai proposer cinq tenues décontractées, mais chic à la maison avec pour les hommes. pour les hommes, mais pas pour les femmes. C'est aujourd'hui vraiment c'est le résumé, surtout en cette période de confinement. J'ai fait la remarque parce que souvent je pars chez des amis, elles sont toutes les cheveux en vrac. Je dis, attends, t'es sérieuse, non? Ça se fait pas. Ton mari est là, tes enfants sont là, fais un effort, voilà quoi. Donc du coup, mesdames, j'espère que vous avez pris bien note sur ces quelques tenues. Vous pouvez trouver plus de tenues sur les réseaux sociaux, sur des réseaux de mode comme Pinterest. Vous cherchez, vous verrez le style qui vous correspond et je pense que vous saurez être belle, coquette et élégante pour votre maison, pour votre mari, pour vos enfants et juste même pour vous-même. Bah, merci beaucoup, Alex. Et moi, ça m'inspire une question. Est-ce que justement faire attention à soi quand on est obligé d'être à la maison, ça aide dans le mental? Docteur Zia. Mentalement, oui, parce que ça porte sur le soi. Et en parlant donc du soi et surtout du stress, vous savez que la confiance en soi, puisque tout cela en fait permet de renforcer votre confiance en vous-même. Quand vous êtes bien coquette, bien faite, bien mise, bien habillée, vous avez la confiance en vous-même. Et la confiance en soi participe à la gestion du stress. D'accord. Voilà. Bah, Le regard d'autrui, qui est l'homme, ne fait que renforcer votre estime. Ça devient un agent renforçateur dans votre beauté, je dirais, primaire. Ouais. En fait, je pense qu'il n'y a personne qui ne pourra dire le contraire parce que quand tu te sens bien habillé, quand tu te sens bien dans ta propre peau, je pense que tu
il y a une certaine confiance naturelle même qui se dégage, tout ça. Et puis je pense que c'est le bien-être, être en symbiose même avec son esprit, être en symbiose avec son physique, c'est très important pour ton épanouissement personnel en fait. Merci beaucoup Alex qui nous envoie ainsi lentement et sûrement vers notre sujet aujourd'hui. Parce qu'on vous l'a dit, on s'intéresse à la question du burn-out et un peu du stress en milieu professionnel. Mais avant d'aller plus loin, naturellement, il va de soi qu'on sache tous de quoi il s'agit. C'est quoi le burn-out? Naturellement, on va poser la question à nos invités qui sauront nous donner une réponse un peu plus claire que peut-être ce qu'on a vu sur Internet ou dans les films ou quelque part et on n'a pas forcément bien compris. Donc, je me tourne vers le docteur Zemba. Le burn-out, je le qualifierais comme étant une dépression professionnelle. C'est un état d'épuisement à la fois physique, émotionnel et mental. Qui est lié à une dégradation du rapport de la personne à son lieu de travail. Et lorsqu'on parle effectivement, pendant la période de l'épuisement, la victime glisse tout doucement vers la dépression. Voilà pourquoi on dit que le burn-out est une dépression professionnelle. D'accord. Voilà. Mais il faut distinguer que le burn-out se distingue de la dépression parce que au sens où s'exprime en premier dans la sphère professionnelle. D'accord. C'est ça qui fait la différence. Donc le burn-out, c'est spécifiquement dans l'univers du travail. Oui, c'est ça. D'accord. Donc quand on sort du travail, c'est autre chose, c'est pas un burn-out. Ouais. D'accord. Et la personne qui souffre du burn-out peut présenter plusieurs symptômes. Par exemple, la fatigue physique, je n'ai plus l'appétit, l'énergie, les douleurs, les migraines. Vous avez aussi la fatigue émotionnelle, qui est l'impuissance, le désespoir. Voilà, c'est la dépression. Et encore, vous avez un troisième symptôme qui est très lié au burn-out, c'est la fatigue mentale. C'est-à-dire qu'on développe des attitudes négatives, l'estime de soi est en lambeaux. Et voilà, on a des idées un peu suicidaires. D'accord. Mais est-ce que ça se voit à quelqu'un qui est en situation de burn-out, Dr Ziou? Alors, il faut aussi peut-être situer un peu le contexte. On a bien dit que c'est un contexte professionnel, oui. Mais il faut se demander en fait comment se fait-il que ce phénomène-là se manifeste. Alors, très souvent, le burn-out, que ce soit ici ou ailleurs, notamment dans les pays industrialisés, est apparu comme un sujet d'étude, de recherche, de réflexion du fait que nous sommes de plus en plus dans une économie globalisée où la recherche de la performance, l'évaluation individualisée, on va dire le chiffre d'affaires qui doit être maintenu et la pression sur les travailleurs, les salariés, fait que tout le monde n'arrive pas à faire face à cette demande-là qui est de plus en plus tenace. Et donc, selon les ressources dont chacun dispose, cela va nous amener plus ou moins à pouvoir résister ou à trouver des éléments de soutien ailleurs, mais très souvent, beaucoup d'entre nous n'arrivons pas à faire face à cela. Et c'est en ce moment, justement, que le premier niveau, en fait, de difficulté apparaît, notamment le stress. Voilà. Et lorsque le stress apparaît, si le phénomène qui provoque donc ce stress-là s'atténue, le stress peut disparaître. Ça veut dire que les ressources de la personne peuvent faire face à cela. Mais si ça continue, les sollicitations continuent, les évaluations individuelles continuent, la pression continue, le type de management aussi, puisque en fait tout ça est lié au type de management que nous avons dans les entreprises. Le management par la peur, par exemple, par le chiffre d'affaires, par les évaluations, notamment par exemple également le type de contrat de travail que vous avez. Si vous avez un contrat précaire, et chaque jour, vous devez renouveler votre contrat. Si vous avez un contrat en CDD, où c'est tous les 2 mois, tous les 3 mois qu'on vous renouvelle, où on ne vous paye pas, par exemple, on ne vous paye que 2 ou 3 mois après, tous ces éléments-là vont favoriser en fait l'émergence d'une situation de détresse, du stress, et qui peut donc évoluer ensemble, lorsque ça devient chronique, vers ce qu'on appelle le burn-out, et pire, bien sûr, le suicide. D'accord. Donc, quand on en arrive au suicide, c'est clair. On sait qu'il y avait un problème. Mais est-ce qu'avant, les personnes extérieures peuvent voir que la personne n'est pas bien? Alors, excusez-moi, on peut voir, les personnes extérieures peuvent voir, parce qu'il y a des manifestations. Les personnes qui sont irritables, qui s'énervent facilement, qui ne dorment pas, qui suent de la main ou de la tête, voilà, qui ne supportent plus leurs collègues au travail, qui n'arrivent même plus à faire leur travail correctement. Tout ce sont des signes qui montrent
pour l'individu lui-même de pouvoir se rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien, mais aussi pour l'entourage, les collègues, même dans la famille, de se rendre compte que cette personne-là ne va pas très bien. Maintenant, très souvent, on ne sait pas mettre un nom sur les symptômes, voilà, de ce mal-être que la personne vit. Maintenant, c'est pour ça que les psychologues, les cabinets, les consultants sont nécessaires. Et il faut prendre l'habitude d'aller les consulter pour pouvoir identifier son mal. C'est comme des médecins. Il faut aller les consulter pour voir ce qu'il y a. Parce que vous savez que vous avez une fièvre, mais en fait, c'est quelle maladie? C'est ça. Vous ne savez pas. Oui, mais est-ce qu'aujourd'hui, c'est facile d'intégrer qu'on a un problème, qu'il faut aller voir un psychologue? Parce que je ne sais pas si vous faites partie de la catégorie des médecins qu'on prend plaisir. Enfin, c'est vrai qu'on ne prend pas forcément plaisir à aller chez le médecin, mais on dit facilement, je suis allé voir mon cardiologue, que je suis allé voir mon psy. Du coup, est-ce que c'est facile d'accepter qu'il y a un truc qui ne va pas au point où il faut une intervention extérieure? Ça demeure une démarche un peu honteuse de dire que je vais aller voir mon psy. Ça. Ouais. Derrière le psy, qu'est-ce qu'il y a? C'est pas seulement le burn-out. Est-ce que je suis pas... Un peu... Est-ce que du psychologue, on n'ira pas chez le psychiatre? Exact, c'est ça. Donc, c'est un peu ça qui fait peur. Vas-y. Moi, je pense que ça, c'est dommage. C'est une idée. Je ne sais pas comment nous, en tant qu'Africains de manière générale, on a pu concevoir que partir chez le psychologue, c'est une idée honteuse. Est-ce que c'est juste africain d'avoir pas forcément envie d'aller chez le psy? On préfère aller voir le Walkman que le psy. Ah ouais. Donc, du coup, mais pourtant, moi, j'aurais aucun problème à aller chez un psy. Ça, c'est toi. J'aurais aucun problème parce que il va de mon bien-être. Si là, tout n'est pas en accord avec là, rien ne marche au fait. Il faut déjà trouver un équilibre et le psy c'est pas comment dirais-je, c'est un facteur essentiel aujourd'hui que nous devons utiliser de plus en plus. Ce sont des personnes qui sont là comme tous les autres médecins que nous devons utiliser de plus en plus pour notre bien-être, que ça soit le burn. Aujourd'hui nous parlons du burn-out, mais combien de couples pourraient être sauvés aujourd'hui si des gens acceptaient à faire des thérapies de couple avec des psys? Ah bah ça c'est sûr qu'on est dans une dynamique où on se dit non, de par le passé, on n'a pas eu besoin d'eux, donc il n'y a pas de raison que nous on n'y arrive pas plus que ça. C'est vrai que sur la personne, on l'a dit, ça se sent, fatigue physique, mentale, épuisement, perte de l'estime de soi. Il faut se dire que tout un chacun, vous comme moi, nous sommes des malades ambulants. Okay. Une fois qu'on arrive à conceptualiser notre état, je crois qu'on n'aura pas de honte d'aller voir un psy, consulter un psy pour notre équilibre. Est-ce que le burn-out est considéré comme étant une maladie? Nous sommes dans le champ des maladies professionnelles ou de ce que l'on appelle les troubles professionnels. Donc c'est une maladie et je sais que dans les pays développés, il y a une nomenclature des maladies professionnelles. Et aujourd'hui, il est reconnu, que ce soit en Amérique ou en Europe, le burn-out est reconnu comme étant une maladie professionnelle. Et voilà, et le stress encore plus, puisque là, maintenant, puisque même le suicide, de plus en plus, il y a certains suicides qui, au début, n'étaient pas qualifiés comme un suicide professionnel, dû à l'environnement professionnel, mais par la suite, les juges ont requalifié donc ces suicides-là comme étant dus à l'environnement professionnel. Donc là aussi, ça veut dire que c'est une évolution. Vous comprenez donc bien que les maladies professionnelles, la liste n'est pas close. Avec les développements que nous avons aujourd'hui, par exemple, les nouvelles technologies de l'information et de la communication, la globalisation des marchés, de tout ce que vous voulez, ça veut dire qu'il y a encore de nouveaux troubles, de nouvelles maladies professionnelles qui vont apparaître, puisque notre environnement professionnel ne fait qu'évoluer. Donc quand il évolue, il amène en même temps bien sûr du bien, mais il y a aussi des aspects négatifs, notamment en termes de management, en termes de gestion du travail, de distribution de l'activité, qui fait que le travailleur n'est pas toujours en phase, ne se reconnaît plus dans ce travail-là. Et ça lui pèse. Et si ça lui pèse, ça veut dire qu'il n'arrive pas à donner le meilleur de lui-même. Et par conséquent, ses ressources sont limitées. Et cela peut conduire donc à tout ce dont nous parlons aujourd'hui. Il faudra ajouter qu'il y a des questionnaires qui sont scientifiquement validés. D'accord. Qui permettent effectivement de diagnostiquer le burn-out. Ok. Je fais référence à Copenhagen Burnout Inventory, qui est des questionnaires scientifiquement
validé que le médecin, l'expert, le psychiatre ou le psychologue peut se baser pour diagnostiquer. D'accord. Donc, clairement, un diagnostic est établi et un traitement. Donc, c'est une maladie comme une autre. Exactement. D'accord. Mais tantôt, Dr Zio a parlé du fait que la situation face à laquelle on est peut dépendre de nos ressources personnelles à y faire face. Est-ce que c'est dire qu'il y a des personnes qui ne risquent jamais d'être sujets au burn-out? Est-ce qu'il y a des gens qui sont mentalement forts, qui ne risquent pas d'arriver? Est-ce qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus sujets au burn-out? Est-ce qu'il y a des facteurs de risque ou On ne peut pas dire qu'il y a des personnes qui sont, on va dire, prédisposées ou pas? prédisposées ou... ce qui est sûr, on sait que les femmes expriment beaucoup plus le burn-out. Ça veut dire qu'elles sont beaucoup plus touchées. Dans les statistiques, on va dire mondiales, les femmes sont beaucoup plus touchées que les hommes. Alors c'est peut-être aussi qu'elles se livrent plus, elles se donnent plus et elles font savoir. Parce que les hommes, très souvent aussi, on suit ces choses-là, ont tendance à cacher. Vous savez, les hommes ne pleurent pas, les hommes, c'est l'homme fort et tout ça. Il y a ce phénomène-là. C'est même ça qui fait que, par exemple, chez nous, ici, aller consulter un psychologue, ce n'est pas encore réellement dans notre manière de fonctionner. C'est pas suffisamment en fort. fait, les gens peut-être vont voir des psychologues. Le Walkman, c'est un psychologue pour moi. Ah ouais. Il joue le rôle les marabouts, les Walkman, même parfois le conseil de ta grand-mère ou de ta tante et tout ça. Elle joue le rôle de psychologue pour une situation donnée. Elle joue le rôle de psychologue. Donc, elle te permet de retrouver, de prendre confiance en toi, de te reconstruire et donc de faire face à une difficulté temporelle. Et finalement, tu arrives à gérer le problème. Mais on ne peut pas dire qu'il y a des personnes qui sont plutôt sujettes à ça et que d'autres ne le sont pas. Ça dépend du niveau de stress, en réalité, du niveau des difficultés auxquelles vous avez à faire face. Voilà. Il faudra ajouter aussi que personne n'est à l'abri du burn-out. Personne. D'accord. Ça dépend maintenant des antécédents que tout le monde traîne derrière nos casseroles passées. Jean, pour un peu rejoindre nos deux docteurs, par exemple, mon cas personnel, durant toute l'année, j'ai aucun problème de stress. J'arrive à gérer mon stress quotidien durant toute l'année, mais à un mois de la Fashion Week, je suis obligé de prendre des antidépresseurs. J'arrive plus à dormir, j'arrive plus à rien faire, j'arrive même plus à réfléchir. Parce que il y a tellement de choses, il y a tellement de facteurs qui rentrent en compte que je me perds parmi tous ces facteurs, en fait. Donc, quand je prends pas, quand j'ai pas ça, je coule, au fait. Oui. Pour appuyer ce que vous dites là, parce que c'est le travail. Tout le monde, chacun veut réussir son travail. L'activité qui vous est confiée, vous avez envie de faire plaisir aux personnes qui vous ont fait confiance. Exactement. Vous avez envie de bien faire, quantitativement comme qualitativement. Et donc, on ne peut pas travailler à moitié. Ça veut dire que c'est tout votre être qui va au travail. Si on vous sollicite trop quantitativement, alors que vos ressources ne sont pas en mesure quantitativement de faire face, cela va jouer sur vous. Si on vous sollicite également qualitativement, on vous dit il faut que vous fassiez 20 sur 20 tous les jours. Si on prend le cas des élèves, par exemple, vous lui demandez à votre enfant, vous le sollicitez en disant qu'il amène des 20 sur 20 tous les jours, bien sûr, il va peut-être faire ça une fois, mais 2 fois, 3, ça va être difficile. Et c'est exactement la même chose. Voilà. Et bien sûr, tout ce qui provoque encore le burn-out et le stress pour commencer, c'est aussi le fait que nous voulons qu'il y ait de la reconnaissance des efforts, par exemple, que nous faisons. Quand il y a des efforts qui sont faits, et qu'il y a la reconnaissance des efforts, ça facilite en fait à la personne de gérer le niveau de stress qui va avec. Ça veut dire que si j'ai fait un travail et que je suis bien payé pour le travail, même si le travail me fait mal, parce que comme je dis toujours, travailler, c'est supporter une douleur quelque part. Exactement. Tout travail, à tout le monde on dit que c'est du travail, ça devient douloureux. Voilà. Même dormir, je dis ça aux étudiants souvent. Oui, même dormir peut être douloureux. Si vous prenez, par exemple, pour le temps de confinement, là, les gens sont fatigués de dormir. Ça, c'est sûr que maintenant... Les gens sont fatigués de dormir, donc le sommeil devient douloureux. Vous voyez? Donc, si ton travail devient le sommeil, la première nuit, tu dors, la deuxième nuit, tu dors, mais la troisième nuit, tu n'arrives plus à dormir parce que ça devient douloureux. Et donc, ton niveau de stress commence à monter. Au lieu de dormir la nuit, tu seras réveillé parce que tu es stressé. Et c'est le jour, maintenant, tu vas être en décalage vis-à-vis de l'environnement. Les jours, les autres se réveillent, toi, tu te mets à dormir parce que tu es en décalage. Tout ça, ce sont des symptômes, par exemple, du stress et du burn-out. D'accord. Pour appuyer, effectivement, il faut se dire que le lieu de travail n'est plus un lieu de plaisir, mais une souffrance morale. Oui. Donc, dès lors qu'on commence à ne plus prendre plaisir à aller au travail, il y a un problème. Il y a un problème. Et le lieu de travail n'est plus un lieu de plaisir, mais
lieu de souffrance. Alors, on a essayé d'avoir un témoignage d'une personne qui a peut-être traversé le burn-out, mais on a plutôt eu un témoignage de dépression, je crois. Je ne suis pas forcément spécialiste, je ne sais pas. Vous allez me donner votre avis après l'avoir entendu. Donc, on va écouter ces témoignages et on revient. J'ai été une personne qui avait régulièrement du succès, que ce soit particulièrement à l'école, en tout cas dans toutes mes entreprises. Je bougeais beaucoup, je prenais beaucoup d'initiatives, je prenais beaucoup de risques, si bien que je n'étais pas forcément habitué à l'échec. Toutefois, je suis une personne qui sait se remettre en question. J'ai eu naturellement à faire le bac, un bac D, pour lequel j'ai échoué. Et c'était le premier échec que j'avais subi. Malgré cette frustration que j'ai vécue, je l'ai pris positivement. Je me suis une fois de plus remis en question. Je me suis dit que la faute venait de moi. Et je me suis musclé à nouveau pour attaquer la prochaine année. Et naturellement, au regard de mes capacités scolaires et aussi du fait que je reprenais l'année, il y avait tout un groupe d'élèves que je coachais également pour passer le bac. Quand je suis allé pour la seconde fois, j'ai une fois de plus échoué. Malgré que j'avais une parfaite maîtrise de l'ensemble des sujets traités, j'ai échoué. Et il s'est trouvé que tous ceux que j'ai coachés, eux, sont passés pour les mains. Mais néanmoins, j'ai entrepris de refaire sortir mes copies pour correction. Et du coup, j'ai pris les dispositions, je suis allé m'entretenir avec les services qui concernaient. Et après m'avoir fait tourner en rond pendant plusieurs semaines, il y a un monsieur du service en question qui m'a pris en aparté pour m'expliquer que, en fait, si on me fait tourner comme ça, c'est parce qu'en vérité, les copies ne sortiraient jamais. Personne ne prendrait en tout cas le risque ou l'initiative de sortir ces copies pour correction. Et là, je suis tombé des nues. Je crois que c'est à ce moment-là que j'ai compris que j'étais livré à moi-même et que personne ne saurait venir à mon aide, personne ne saurait m'aider dans cette situation-là. Et suite à cela, je m'isolais, je ne mangeais plus. En fait, c'était inutile de faire quoi que ce soit. Par contre, ce qui est assez curieux, c'est que j'étais très sportif et je jouais beaucoup au football. Et dans cette période, j'étais devenu très fort au football. Ça a étonné tous mes camarades. Une chose que j'ai notée, c'est que j'ai perdu du poids jusqu'à me stabiliser à un certain niveau. Et depuis, je n'ai pu récupérer ce poids-là. Alors, c'est quelques années plus tard, en fait, dans mes recherches, parce qu'autour de moi, on me posait des questions, on me disait que je n'étais pas bien, etc. Mais moi, je ne voyais pas tout ça. J'estimais que je n'avais pas changé. Néanmoins, je me suis permis de googler, comme on dit. Et c'est là que je suis tombé sur un peu l'explication de la dépression nerveuse. Et j'ai reconnu, en tout cas, des symptômes. Aujourd'hui, est-ce que j'en suis guéri? J'ai pas suivi un traitement particulier, c'est sachant ces éléments-là que j'ai tenté à chaque fois de rattraper. Quand je sens que je suis confronté une fois de plus à une certaine attitude, j'essaie d'aller à contre-courant pour me retrouver. Mais jusqu'aujourd'hui, ça va faire exactement 20 ans. Je peux dire que je n'en suis pas totalement sorti parce qu'il y a une forme de paresse. Voilée par une hyperactivité, c'est pour dire que je me mets toujours à travailler. Je ne peux pas rester sans rien faire parce que ça me replonge dans une situation, en tout cas psychologique, pas très intéressante. Je ne mange pas par exemple 3 repas par jour, je mange qu'un seul repas. C'est comme si je voulais m'auto-punir pour un échec que j'ai subi. En dehors de toute mission qui me confiait, je rencontre des difficultés à entreprendre une activité. Tandis que je me souviens très bien que je faisais beaucoup de choses, j'étais très actif, j'étais très entrepreneur, mais aujourd'hui, je ne fais que répondre au mieux qualitativement qu'aux missions qui me sont confiées pour lesquelles je dois obligatoirement faire face. Les activités de loisirs également se sont tout de suite estompées. Je n'aime plus me divertir, je ne sais même plus me divertir. C'est des choses également que je tente de retravailler. Donc voilà le reportage qu'on a pu, enfin les témoignages qu'on a pu recueillir. Donc vos avis en tant que médecin sur ce qu'on a entendu. Bien, nous ne sommes pas médecins. Docteur en psychologie. Oui, bien sûr. C'est vrai. Voilà, bon, c'est un témoignage pour moi qui va réellement dans le sens d'un diagnostic, peut-être au moins d'une déprime, au pire d'un niveau de stress élevé, pourquoi pas d'une dépression. Mais vous avez bien vu, cette personne était perfectionniste. Ouais. C'est quelqu'un qui voulait réussir, qui travaillait beaucoup, qui avait même envie d'aider les autres. Et très souvent, ce sont ces types de profils-là qui peuvent être touchés par ce syndrome-là de dépression. Au niveau professionnel, les personnes pour lesquelles le travail est au centre de leur vie,
C'est ça. Quand la centralité du travail devient importante pour vous et qu'il y a une difficulté à réussir la centralité du travail, cela peut amener la personne à perdre confiance en soi. Donc à voir son image de soi à soi-même dégradée. Une certaine estime de soi qui est dégradée. Et ça, si en plus de cela, vous n'avez pas de soutien, de l'organisation de votre entreprise, notamment au niveau hiérarchique, et en plus, si possible aussi, au niveau des collègues, vous voyez que votre problème encore devient encore plus grave. Voilà. Et donc, comme souvent, ces personnes qui veulent aider les autres, ils ont de l'empathie. L'expression de l'empathie également, parce qu'on se met tellement à la place de l'autre. Oui. Surtout dans les métiers d'aide, d'accompagnement, de conseil. Oui. Les médecins, par exemple, les infirmières, les psychologues, je ne sais pas moi, tous ceux qui font ces métiers d'écoute de l'autre sont en tout cas plus exposés, ou bien sûr tous ceux qui font les métiers aussi de front office. Ouais, quand vous allez dans vraiment les banques, en contact avec les gens. Vous allez dans les banques, les assistances sociales. Tout ce monde-là, en fait, très facilement sujet à la dépression, au stress, à toutes ces difficultés-là. Yes. En tout cas, on a été rejoint par quelqu'un qui, je ne sais pas si lui, c'est ce que c'est que le stress ou... Bonne arrivée. C'est la magie, oui. Merci de nous rejoindre. Pour confirmer, appuyer sa thèse, si nous prenons le cas, c'est un exemple, si nous prenons le cas de la situation du personnel soignant face au Covid, ce sont des gens qui vont être exposés à ce que nous appelons le trauma secondaire, qui est un processus de changement négatif parce qu'ils sont témoins de la souffrance des patients. Exactement. Donc, ils développent l'empathie. Donc, ils pensent comme eux, ils ressentent la souffrance comme eux, et cela va modifier leur état psychologique. Donc, vous voyez, et compte tenu la pression du politique, le job un peu flou, les demandes un peu, la gestion un peu chaotique du Covid, exactement, cela va créer en eux, effectivement, ce phénomène d'épuisement professionnel. Et après, souvent, on entend... Exactement. Si on ne fait pas garde, on risque de nous retrouver avec un personnel soignant qui est prêt à baisser les bras, émotionnellement, physiquement, est épuisé. D'accord, ok. Donc, oui. Docteur Zieux et docteur Zemba, en fait, moi, d'abord, j'ai deux préoccupations, je ne sais pas si vous pouvez éclairer ma lanterne. D'abord, concernant le burn-out, c'est comme si vous l'avez décrit, c'est une telle pression, un tel poids que tu as sur les épaules. Et moi, je trouve que, si je me trompe, et je suis entre vous-même, le système du travail au Burkina Faso est fait de telle sorte que les gens prennent leur congé en un seul coup. Genre, ils prennent un mois de congé, ils partent un mois, ils reviennent. Est-ce que ça ne serait pas mieux pour certaines personnes ou certaines entreprises de permettre à leurs employés de séquencer leur congé? Par exemple, je prends une semaine sur un mois, ou bien 2 semaines au lieu de prendre un coup, parce qu'une fois que tu reviens, il faut que tu rentres dans le bain, il y a plein de dossiers qui t'ont échappé, il y a une longue pause, tu dois travailler 2 fois plus. Une reprise intense. Exactement. Ça, c'est ma première question. Et la deuxième question, souvent pour éviter le burn-out, c'est un système que aujourd'hui le gouvernement français a créé un fonds spécialement pour ça. Il y a des gens, ils sont fatigués de leur travail. Par exemple, des médecins, après la crise du Covid, ils vont devenir des pâtissiers. Vous voyez, ils veulent complètement changer leur mode de vie pour être plus heureux, pour être plus en phase avec eux-mêmes. Je ne sais pas. Est-ce que c'est des pistes de solution? Des pistes de solution par rapport. Excusez-moi, ce dont vous parlez, c'est vrai que prendre les congés d'un coup, ça fait qu'il y a un vide d'un coup qui s'installe au niveau professionnel. Mais en réalité aussi, surtout selon notre mode de fonctionnement, moi j'accuserais peut-être un tout petit peu notre mode de fonctionnement social. Généralement, les week-ends, le samedi et le dimanche, sont faits pour se reposer, pour recharger les batteries. Mais très souvent, notre mode de fonctionnement ici fait que souvent même on est plus fatigué. Les 2 jours, le samedi et le dimanche, sont tels qu'on est plus fatigué même le samedi, dimanche, que pendant tous les 5 jours de la semaine. Donc on revient encore avec une batterie qui est fatiguée, qui est déchargée,
pour encore attaquer dans un contexte de surcharge, de surchauffe, de difficultés. Et donc finalement, le système craque à un moment donné. Mais est-ce qu'en Afrique, on peut intégrer qu'un samedi et un dimanche, quelqu'un dise à sa famille, à ses amis, laissez-moi tranquille, je dois me reposer. Stop. On ne peut pas comprendre ça. Est-ce qu'en Afrique, on peut entendre ça? Très difficile. C'est ça. Très difficile, il faut tenir compte de la réalité de nos contextes communautaires. Ouais. Très difficile. Donc, comment Mais effectivement, nous sommes dans un dilemme. Comment conjuguer notre vie privée et notre vie professionnelle. Publique, c'est ça. Donc l'articulation revient à ce que, on est toujours dans move, comme on dit, et puis on traîne les casseroles. Exactement. De la maison, on l'amène au boulot. Du boulot, on l'amène à la maison. Donc il n'y a pas de rupture entre les différentes étapes de la vie. Oui. Par exemple, Rachid, qui a été un bon bout de temps en télétravail, a su ramener des complications à la maison. Est-ce que le télétravail, ça réduit le stress ou pas? Ou ça l'augmente? C'est vrai que ça tombe comme ça, mais j'ai bien envie de poser cette question. Toi qui es obligé de rendre quand même en étant depuis chez toi, est-ce que tu as le sentiment que la pression augmente ou c'est plus soft? J'aurais dit plutôt que ça augmente, parce que la charge de travail ne change pas. D'accord. Elle reste la même. Ok. Sauf que par moment, étant à la maison, il y a des choses que tu ne peux pas faire de façon assez prompte, comme si tu étais au boulot. Franchement, c'est compliqué. Tu dois à la fois être là et puis pouvoir contacter tes collaborateurs également qui sont en télétravail. Ça va plus vite, je trouve, lorsque vous êtes ensemble. C'est vrai que tu as la latitude, lorsque tu es seul, de bien planifier ton travail et de le faire. D'accord. Mais quelque part, ça devient aussi compliqué lorsque tu dois travailler en collaboration avec d'autres personnes. Bah, j'imagine. La surcharge, c'est un facteur à risque. Ouais. Donc même étant à la maison, on peut quand même faire un burn-out. Oui. D'accord. Donc on le sait, il n'y a personne qui est à l'abri d'un burn-out. On nous l'a dit, ça peut arriver à tout le monde. Maintenant, comment on s'organise déjà dans l'entreprise pour gérer ce genre de situation, pour prévenir? Et si d'aventure ça se manifeste, comment on prend en charge les personnes touchées? Mais on revient après une petite pause, histoire de vous envoyer un petit message très important. The Voice Afrique francophone est de retour pour la saison 3. Une grande diversité de cultures et de talents, panafricanisme musical, des talents exceptionnels. On ne sort pas de la rue pour devenir un chef d'État. Mais bien sûr, on sort même du théâtre, d'autres sortent de leur toilette pour devenir chef de l'État. Quand j'apprends que les trésors du Faso ont été suspendus parce qu'ils ont entraîné de lourdes dettes, je suis choqué. Peut-être les choses bougent, mais tu ne bouges pas à la vitesse des choses. Je t'explique. Les femmes sont généreuses. Non, que ça choque. C'est parce que les femmes sont généreuses. Et quel public une fille tout mince, ça? quoi ce que j'ai porté là? Personne ne va parler. Non mais Edoxy. Personne ne va parler. Ah, le café, ça là, il est chaud, hein. Est-ce qu'on peut bien le voir? Est-ce qu'on peut bien le voir? S'il y a un truc que moi je n'aime pas là, c'est ça là. Tu donnes rendez-vous à des gens et puis toi-même tu n'es pas là. Regarde depuis là. Mais faut attendre, peut-être qu'il va venir tout de suite. Non, moi je c'est pas intéressant quoi. En Afrique même c'est... Allô? Oui, mais toi tu es où? Depuis 10 minutes on t'attend au coin de la rue, on est là depuis là et puis tu n'es toujours pas là. Il faut te calmer. Hein? Où ça? Ok. Je n'aime pas ce genre de trucs là. Tu sais bien que tu ne dois pas jeter de lotus par terre. C'est sale. Mais est-ce que tu vois une poubelle à côté? Non mais s'il te plaît, descends, tu vas prendre, on va trouver une poubelle et puis jeter, s'il te plaît. Mais est-ce que tu... Moi je suis trop écouté. Je sais que tu es énervé, mais s'il te plaît, descends, tu vas prendre le lotus, on va jeter ça, on va trouver une poubelle et puis jeter, s'il te plaît. Il n'y a pas de poubelle, regarde, de là-bas, jusqu'ici. Regarde, je regarde. Quelqu'un peut m'apprendre à vivre à Ouaga? Mais il n'y a pas de poubelle. Tu fais quoi? S'il te plaît, non. Descends, tu vas prendre, on va non. jeter, tu vas...
Bonsoir monsieur, bonsoir madame. Il y a un problème. Oui, il y a légèrement un problème. Je vous ai vu jeter un morceau de lotus après avoir toussé là-dedans. Avec cette histoire de coronavirus, il faut être prudent. C'est bien de déjà tousser dans un lotus ou dans son coude, mais c'est encore mieux de prendre le morceau de lotus et de le jeter dans la prochaine poubelle que vous allez trouver. C'est pas parce qu'il n'y a pas de poubelle dans la rue que vous allez jeter n'importe comment votre lotus. Protégez-vous, protégez votre entourage. C'est le Burkina qui gagne. Merci de prendre votre lotus. Merci. Merci, monsieur. Merci, madame. Ce n'est pas de la fiction. Le coronavirus est une maladie réelle, une maladie qui tue. Que Dieu bénisse le Burkina Faso, que Dieu ait la main sur chacun de vous. Big up. Natab nanda, natab nanda, kama wati na retaba, niki jawa na retaba, boya jawa tinataba. Et bien donc normalement, ça c'est pas un réflexe à avoir juste pendant cette période difficile qu'on traverse. En temps normal, les poubelles servent à ça. Donc de grâce, s'il vous plaît, notre environnement de vie propre, il y va de notre santé et de notre bien-être. Et on n'oublie pas les gestes barrières qu'on nous répète encore et toujours. On se porte bien et on reprendra la vie le plus rapidement possible. Alors on revient pour continuer notre sujet sur le burn-out. Donc avant de partir en pause, j'avais tantôt commencé à aborder la question de la prise en charge, de comment on gère. Mais avant, il y a Rachid qui vient de nous rejoindre, qui a cette question, qui veut savoir, est-ce que le burn-out peut être dû à la charge de travail confiée à la personne ou plutôt au rythme de travail que cette personne s'impose elle-même? Finalement, c'est qui entre guillemets, à qui la faute? Est-ce que c'est l'institution? Est-ce que c'est l'organisation du travail? Est-ce que c'est le management, comme il a dit? Ou est-ce que c'est l'individu qui s'impose un rythme de travail qu'il dépasse? Dr Zamba. Il faut dire que l'intervention est individuelle et collective. Quand je parle de collective, je fais référence à l'organisation, l'organisationnel, pratiquement, dites quoi. Bon, sur le plan personnel, c'est quand même détecter comment est sa sensibilité face au stress. D'accord. Vous, comme moi, nous allons agir différemment face au stress. Il disait tantôt que lui, toute l'année, ça va. Ça va. Mais arrivé à un pic, il y a... À l'approche de la Fashion voilà, Week, c'est la fatigue, on ne dort pas, on ne mange pas. Et quand on fait référence au discours du patient, c'est les troubles alimentaires. Oui. Effectivement. Donc lui aussi, il a évoqué la perte de poids, la perte de l'appétit. Exact. Donc sur ce plan individuel, on peut avoir ce qu'on appelle un programme d'intervention individuelle. Savoir quelle est la sévérité de son burn-out. Si ça va jusqu'au suicide, il y a danger de l'hospitaliser. Dans le cas contraire, je crois que, comme on dit très souvent dans notre langage, la psychothérapie associée avec un antidépresseur est recommandée dans le traitement du burn-out. Parce que, exactement. D'accord. Ah, carrément, donc il faut aller carrément à la prise de comprimés pour guérir de... Ça dépend du niveau. Pas forcément du comprimé, c'est pas forcément. Par exemple, quand je quand dis tu es à l'approche, sous antidépresseur. Antidépresseur, c'est pas parce que j'ai un burn-out, c'est pour éviter d'atteindre ce niveau. Donc, en fait, le traitement aussi peut être préventif. C'est à titre préventif. D'accord. Comme à titre curatif. D'accord. Ok. Donc ça, c'est quand on se rend compte. D'accord. Mais quand soi-même, on ne se rend pas compte qu'il y a un problème, est-ce que la hiérarchie ou les collègues peuvent se rendre compte qu'une personne n'est pas loin du burn-out alors que la personne ne l'a pas vu, Dr Zieu? Oui, par rapport à l'exemple qu'il nous a donné sur son cas personnel, vous savez, je vous ai dit que les personnes perfectionnistes qui mettent le travail au centre de leur vie ont plus de propension à stresser, à faire une dépression, à faire un burn-out lié donc au travail. Et bien sûr, si vous travaillez par exemple à votre propre compte et que vous êtes perfectionniste, vous voulez tout réussir, et si en plus vous ne déléguez pas, parce que vous voulez tout gérer vous-même, vous voulez tout faire vous-même et vous êtes perfectionniste,
En plus, si vous êtes dans une situation familiale où vous avez des enfants, une femme à la maison dont vous ne vous occupez plus parce que vous voulez tellement bien faire votre boulot, vous savez très bien que vous avez besoin de gens là pour votre équilibre mental, psychologique. Ça vous manque. Oui. Mais vous vous en écartez pour bien faire votre boulot. À un moment donné, on dit une marmite sur les 3 pierres là, doit pouvoir tenir sur ces 3. Si vous enlevez une des pierres, ça ne tiendra pas. C'est ce qui vous arrive en réalité. Mais bien sûr, c'est vous-même qui pouvez vous mettre cette pression-là, si vous êtes par exemple à votre compte. Mais dans le cas de l'entreprise, vous pouvez être au même poste, dans le même bureau, avec un autre collègue ou une autre collègue, mais c'est vous qui faites un burn-out, une dépression professionnelle, alors que l'autre ne le fait pas, alors qu'on vous confie pratiquement les mêmes tâches. Parce que vous êtes perfectionniste, parce que vous voulez tout bien faire. Mais aussi parfois parce que vous avez un sentiment parfois d'inefficacité. Parce qu'on a l'impression que ce que j'ai fait n'est pas bon. Donc il faut que je fasse encore plus. Tout dernièrement, j'ai reçu des nièces à la maison qui m'ont dit que son papa, même parfois le dimanche, le monsieur, il va au boulot. Je dis, mais ce n'est pas possible. Il est dans la fonction publique. Quand même, quel boulot toi tu fais qui fait que même le dimanche, tu vas au boulot. Ta famille est là, la famille est là pour te permettre de décompresser, pour déstresser, pour te reconstruire, pour attaquer le lundi. Donc normalement, tu dois rester à la maison pour te reposer, pour te reconstruire. Et puis, madame et les enfants seront contents. Ça va te déstresser. Mais si toi, tu te mets la pression encore, tu vas quand même le dimanche. Mais pour les célibataires... Non, en fait, attends. Non, la semaine passée, on a parlé d'argent. Est-ce que ce n'est pas la recherche de l'argent? Parce que, par moment, il y a des gens qui travaillent en entreprise qui, après le boulot, se retrouvent à faire des travaux à leur compte. À leur propre compte. Pour moi, maintenant, laisse-moi terminer, s'il te plaît. En ce moment, je me pose la question, à quel moment est-ce que l'individu lui-même se rend compte qu'il n'est plus à mesure d'assumer toute la charge de travail qu'il a? Parce que moi, ça m'arrive par moment de ne pas me rappeler ce que j'étais en train de faire peut-être il y a 30 secondes. Je perds le fil, par exemple, des idées, ou bien, par moment, je cherche les mots sur des choses vraiment élémentaires, ou encore prendre du temps sur des choses que j'ai l'habitude de faire assez promptement. Alors que tu es encore jeune. Voilà, en fait, c'est ça. À quel moment est-ce que l'individu lui-même se rend compte de ça? Qu'est-ce qui montre à l'individu lui-même? Là, c'est une sonnette d'alarme que son corps est en train de dire. Avant, docteur, s'il vous plaît, juste avant que vous répondiez, cette histoire de burn-out, de qualité de travail n'a rien à voir avec l'argent. Ça n'a absolument rien à voir avec la quête de l'argent. Par exemple, quand moi, je prenais mon exemple, la Fashion Week, j'ai un niveau international à respecter qui n'a absolument rien à voir avec l'argent. Simplement pour respecter ce niveau international, parce que je serai jugé, les autres Fashion Week vont me juger, je suis obligé de me plier en 1000 pour être au moins, pour avoir une certaine crédibilité sur le plan international. Même mais si Alex, je ne me rapporte pas 5 francs. Alex, le but d'une activité événementielle, c'est quoi? À la base, c'est la notoriété de l'événement. Non, pas seulement. Pas seulement. Est-ce que chacun n'a pas un niveau ne se fixe pas ses objectifs en fonction de son intérêt? Pour ceux qui ont de grands événements, comme les Koundé, la Fashion Week, tout ça, les 5 premières années, c'était la galère. Les 5 premières années, tu sors endetté. Tu prends. C'est dans le long terme. Oui, c'est de la stratégie en fait. Dans le long terme. Mais déjà, tout tourne autour de ça. Alors, les garçons, vous laissez les médecins, non pas les médecins, les docteurs se prononcer. Je crois que je me pencherai beaucoup plus sur lui que l'argent. Parce que pour nous, psychologues, l'argent, c'est une bouffée d'oxygène. C'est pas une fin en soi. D'accord. Donc, je le rejoins. En fait, c'est plus une pression. Je ne crois pas que tu sois plus malheureux vis-à-vis de Bill Gates. Oui, mais pas non, même en fait. Dans l'État, être heureux. Tu n'es pas plus malheureux. Parce qu'en fait, j'essaie de comprendre en fait qu'est-ce qui pourrait inciter quelqu'un qui a déjà un emploi stable à vouloir chercher d'autres revenus ailleurs. Non, mais ça dépend. C'est de ça qu'il s'agit en fait. Je vous ai dit la centralité du travail. Quand le travail est central dans votre vie, vous voulez le réussir quantitativement comme qualitativement. Vous ne déléguez pas. Parce que vous voulez faire tout vous-même. Quand quelqu'un fait, ce n'est pas bon. Quand je parle, par exemple, de ceux qui travaillent en cabinet, très souvent, ceux qui travaillent en cabinet, souvent, le cabinet, ils sont seuls ou 2 ou 3. Mais très souvent, celui qui est au centre du cabinet, le créateur du cabinet, il ne peut même pas déléguer parce que s'il délègue, il n'y aura plus de marché. Il ne peut pas prendre de vacances. Exactement ça. Parce que ça risque de couler derrière ça risque de couler. Et puis, les clients potentiels ne font pas confiance à ses autres collaborateurs. Tu es la seule personne à qui veut l'envoi. Voilà. Donc, cette personne-là, très facilement, peut être sujet d'une surcharge de travail. Ouais. Vous avez dit que parfois vous n'arrivez pas à dormir, par exemple. C'est des signes qui vous montrent
les oublis, par exemple. Il y a une amnésie, on va dire, temporaire. Fictive, mais ce sont des signes qui vous montrent, vous, à votre niveau, qu'il y a une alerte. Donc, il faut que je fasse mollo-mollo. Dans ce cas-là, pourquoi pas, vous pouvez vous donner des vacances. Vous pouvez vous détacher. Exactement. Vous pouvez le consulter. Oui. Vous voyez, tout ça, ça va vous permettre, en fait, de pouvoir trouver la 3e béquille, la 4e béquille pour vous appuyer et vous reconstruire et revenir encore plus en forme. Voilà. Ouais. Dire que vous n'êtes pas une machine, c'est reconnaître votre faiblesse. Et il faut savoir écouter votre propre corps. Il vous lance des signaux. Mais en fait, j'ai envie un peu de m'aligner sur Rachid pour reparler cette fois de la pression sociale et familiale quand on est en Afrique. Parce qu'il l'a dit tantôt, quand on a un emploi stable et qu'on n'a pas forcément une famille à charge, on se dit je vis bien de ça. Mais quand par exemple, si on est l'aîné de la famille, à un moment donné, les parents comptent sur vous. Quand vous avez une femme et des enfants ou un mari et des enfants, il y a une 2e charge. Et le revenu que vous avez qui suffisait ne suffit plus parce qu'il y a beaucoup de gens autour de vous qui comptent sur vous. Donc vous mettez une pression supplémentaire pour pouvoir gagner plus, pour répondre aux attentes des autres. À un moment donné, forcément, ça finit par exploser. Est-ce qu'on peut arriver à expliquer aux gens, maintenant, je n'y arrive plus, en tant que l'homme, l'aîné, le garçon, comme on le dit en Afrique? Celui sur qui tout le monde compte. C'est ça, celui sur qui tout le monde compte. Oui, parce que c'est vrai que pour juguler ou faire face à la montée du stress et puis l'arrivée du burn-out et peut-être même, pourquoi pas, le suicide, parce que si vous n'arrivez plus, il y a un sentiment de honte qui peut vous envahir. Et si le sentiment de honte vous envahit et que face à cela, vous ne pouvez pas rendre compte à votre entourage, à votre famille, que vous n'y arrivez plus, parfois certains arrivent jusqu'à l'irréparable, à se ôter la vie pour ne pas avoir cette honte-là. Alors que non, c'est vrai que c'est difficile de dire que je n'y arrive plus, mais il faut qu'on trouve des systèmes pour permettre, mais ça c'est dans le cadre de la consultation avec un psychologue, que vous allez mettre en place un système pour alerter votre entourage comme quoi vous n'y arrivez plus, qu'il vaut mieux qu'il vous garde en vie pour avoir le peu que vous leur amenez, que de vous laisser fondre et puis finalement peut-être arriver à l'irréparable. Ouais. Voilà. Mais parce que si vous restez seul, vous ne pouvez pas le leur dire, vous ne pouvez pas. Parce qu'il y a des consultations familiales, par exemple. Il y a des consultations, on peut faire venir votre femme, par exemple, pour dire, ah, votre monsieur est venu consulter, mais par rapport au diagnostic que nous avons posé, voilà telle ou telle situation, je pense qu'il est vraiment au bout du rouleau, il y a telle ou telle situation qui se passe. Et ce serait bien que, voilà, on diminue les objectifs. Voilà, parce que ce sont les objectifs que les gens se donnent. Je vais envoyer mes enfants à l'école, par exemple, au Canada, en France, telle école internationale. Et ben voilà, la famille au village, la femme, il faut la RAV4, tout ça. Ben, bien sûr, il faut tout ça. Mais attends, votre vie là, est-ce que ça vaut pas mieux que la RAV4? C'est tant que vous vivez que vous pouvez trouver cette RAV4. Voilà. Oui, c'est ce qu'on parle de l'intervention primitive sur le plan individuel. C'est voir avec votre médecin traitant, le médecin de travail, un expert, psychologue ou psychiatre, et un travailleur de votre structure. Et chacun va mettre un peu les siens, et puis on va trouver une solution qui sera adéquate pour trouver les solutions, effectivement, à votre problème. Donc, voilà pourquoi on parle de la prévention individuelle dans ce cadre-là. Vous avez cité des signes. Ouais, l'oubli et autres là. En fait, chez lui, il y a des signes avant-coureurs. Voilà, ça vous sonne là, c'est une sonnette. Il doit payer la consultation après? On va voir ce qu'on nous dit sur Facebook et on revient rapidement parce qu'on a reçu quand même pas mal de messages. Abel Soara qui nous dit bonjour, émission est super, je vous salue tous. Ben, merci beaucoup. Clémenceau Sanou, bonjour à vous tous, merci beaucoup pour votre émission. Vraiment, le sujet est de taille. Et ça va nous permettre de pouvoir canaliser nos stress et nos émotions. Donc, il nous écrit depuis Koudougou. On a aussi Nizerbo, vous êtes en train de faire vibrer la télé au cœur de nos défis actuellement. Merci à vous. Ben, merci à vous qui nous regardez, qui nous permettez de faire tout cela. Salfo, l'enfant béni. Dera, bonjour la team, très fière de vous pour ce joli thème. La dépression peut être causée par une anémie, c'est ça? S'il s'accompagne de sensations accrues de froid. Peut-être ou peut-elle? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a un lien potentiel entre anémie et dépression? Je ne sais pas.
Sur le plan physiologique, bon, dans les études et puis les recherches que nous avons pu lire par-ci par-là, il n'y a pas de lien, mais pourquoi pas? Ce qui est sûr, l'anémie, c'est un problème de manque de sang. Alors, il se peut que cette faiblesse, on va dire, physiologique-là, puisse être un terrain favorable donc, à la survenue d'un stress. Mais ce qui est sûr, le fait de ne pas être en bonne santé physiologique est un terreau favorable à toutes les maladies, même les maladies mentales. Ouais. Voilà. Donc, il faut bien manger pour être en bonne santé. Comme on dit, la nourriture est la première des soins que nous nous donnons. Bien manger, c'est déjà se soigner. D'accord. Donc bien manger, c'est important. Je dirais effectivement que le fait de bien manger va créer une certaine résistance. Ouais. Voilà. Quoi qu'on dise. Parce que le stress chronique va entraîner des dérèglements sur le plan physiologique dont parlait le professeur Zio. Donc, il peut entraîner, entre autres, l'anémie, ou bien, entre autres, diabète ou les AVC. Donc, si je comprends bien, quand on commence à sentir la perte d'appétit sans avoir une maladie physique, il faut se forcer à avoir une alimentation normale parce que ça pourrait éventuellement prévenir un stress. Ouais. D'accord. Mais est-ce que manger, par exemple, souvent, moi, je me pose la question, quand on dit de manger, par exemple, 3 fois par jour, lorsque je n'ai pas faim, par exemple, moi, je sais que dans le télétravail, il y a des moments où je mangeais à 19h de toute la journée. Je reste là jusqu'à 19h. Tu es scotché sur ton travail à 19h? Non, juste, je peux faire une pause, je fais des pauses de temps en temps. Mais tu n'as pas faim? Non, parce que je n'ouvre même pas ma porte, je suis là, à l'intérieur, je ne sors pas. Mais tu ne grignotes pas non plus? Non plus. Mais normalement, pour manger équilibré, on dit 3 repas par jour. On peut faire 2, mais il faut quand même bien manger. Et bien manger, c'est manger équilibré et à des espaces de temps. Parce que votre corps est réglé pour recevoir, pour être alimenté de manière cyclique. Il attend. S'il tourne à vide, il va vous envoyer des messages, il va produire des toxines. Mais c'est possible de le faire une fois, non? On mange oui, de bien temps en une fois. temps, c'est pas tous les jours. Par exemple, actuellement, les musulmans, par exemple, qui sont en carême, ben, vous voyez, passent toute la journée sans manger, mais ça ne dure qu'un mois. C'est un mois. Après ça reprend normalement. L'équilibre se rétablit. On voit que, et là, en plus, c'est pas qu'ils ne veulent pas, mais ils sont tenus parce que, voilà. C'est pas comme s'ils n'ont pas envie. C'est quand même difficile pour certains de faire cette pause. Donc, Rachid. Dans l'islam, par exemple, c'est pas pour rien que on dit les personnes qui ont atteint un certain âge ne sont pas contraints de faire le carême. Parce que leur physiologie n'est plus apte, n'est plus capable de supporter le stress que ce jeûne-là génère. Donc, on consent que ces personnes-là ne fassent pas le jeûne. Vous voyez bien que même à ce niveau-là, on tient compte de toutes les difficultés en fait que le jeûne peut générer. D'accord. Mais permets-moi de lire quelques messages encore. Je parlais de ceux qui arrivaient en retard en début d'émission. Donc, quand on arrive en retard, on prend le train en marche. Donc, pause. Tu me connais. Alors, Azad Maïga, bonne émission. Ismaël qui nous dit bonjour Stéphanie, ainsi que les invités du jour, comme au quotidien. Belle émission. Merci beaucoup, Élisée. Bon Congo. Bon bonjour, le plus respectueux à toute la team. Je vous souhaite de passer une agréable journée. Balkissa Ouedraogo qui nous dit bonjour, vraiment votre émission me plaît beaucoup. Sankara Inoussa, bonjour, très belle émission. Tiken le Généreux qui dit à toute l'équipe, merci à Alex pour ses conseils vestimentaires, on en a besoin. Confinement égale danger. Ok, ok. Merci à Alex de nous aider à rester au top. Alors donc... Alors, bonjour Alex, merci beaucoup d'avoir eu l'idée d'aborder un thème de taille. Je ne connais pas grand-chose, donc je vous suis attentivement pour acquérir quelque chose. Et on espère qu'après cette émission, vous allez apprendre plus et que vous allez faire attention à vous et apprendre à lire certains signaux que votre corps vous envoie. Foussine Sanou, bonjour la team, juste un big up. Michael Zoma, bonjour Steph, belle émission. Le sujet est de taille car généralement en Afrique, particulièrement au Burkina, les gens n'ont pas conscience de la dépression, ont besoin de soins. Mais hélas, bonne suite à vous. C'est vrai que souvent c'est difficile d'expliquer que je suis dépressif. Parce que quand tu dis je suis dépressif, on dit c'est un truc de blanc. Est-ce que vous l'avez déjà entendu, vous, dans le cadre peut-être de... C'est une maladie honteuse. Ouais. Donc on se dit non, ça c'est un truc de blanc. Ce qui devrait pas... Un noir ne déprime pas. Un noir normalement ne doit pas connaître le... Toi tu connais bien ça. Un noir, ça ne déprime pas. Ouais, tu n'es pas garçon. Tu n'es pas garçon. Voilà. Oui, c'est vrai que notre organisation sociale fait que normalement on a plus de facteurs qui
qui nous protège un peu notre mode de vie. Le fait qu'on est très souvent avec les autres, on n'est jamais pratiquement pas seul. Ça nous aide à ne pas aller vers la dépression, tous ces éléments de stress-là. Mais on a quand même besoin de temps en temps d'être seul quand on en a envie. Souvent aussi, c'est ça qui manque. Parce que les autres aussi peuvent vous stresser. Le fait d'être toujours... on n'a pas un lieu ou un moment où l'on peut se ressourcer tout seul, se pencher sur soi-même tout seul. Ça aussi, ça peut générer de la souffrance pour la personne. Mais notre vie privée est violée constamment, constamment par ces approches communautaires. D'accord. Alors, on a une question. Tiken le Généreux qui aimerait savoir si la dépression peut conduire à la folie. Pas à la folie, mais plutôt au suicide. C'est sûr que moi, je me dis, avant de se suicider, c'est qu'on est déjà devenu fou. Voilà, parce que si quand on en arrive à vouloir se ôter la vie... J'ai personnellement connu un ami en France qui était agriculteur, qui était dépressif et qui s'est suicidé. Ça, c'est un exemple que j'ai vécu personnellement. Voilà, ça existe. Et je ne suis même pas sûr. Bon, on n'a pas de statistiques ni d'études scientifiques au Burkina. Tous les suicides, bon, il y en a très peu, en tout cas officiellement. Mais je ne suis pas sûr que tous les suicides qui ont lieu au Burkina ne soient pas... n'est pas comme origine, par exemple, un stress mal géré qui est devenu un burn-out et puis finalement qui aboutit à ça. Donc ça veut dire que peu importe notre domaine professionnel, ça peut facilement arriver. Ça pointe tout le monde, comme disent les Québécois. Donc il nous reste 10 minutes d'émission, donc je prends ta question et très rapidement on va faire un dernier. Ma question est relative aux excitants. Je ne sais pas, est-ce que la consommation par exemple du café ou du thé par exemple peut être un facteur de risque pour la dépression et autres? Généralement ce sont des stimulants. En temps normal, c'est peut-être leur consommation qui est révélateur d'un mal-être quelque part. Sinon, si c'est une consommation normale, je prends par exemple un café le matin et peut-être éventuellement à midi ou à 11h, je prends un autre café, ça c'est normal. Maintenant, si ça devient chronique, on en manque, on fait ça pour se soutenir. Voilà. Je parlais tantôt, effectivement. Et donc, là, c'est révélateur de quelque chose, peut-être qu'en ce moment, il faut le consulter, il faut en parler à un spécialiste, à un médecin déjà, qui va peut-être vous orienter vers un psychologue, ou lui-même il peut peut-être déjà gérer ça, puis voir, en fait, qu'est-ce que ça cache. C'est le symptôme de quel mal-être qui fait que vous voulez compenser quelque chose par ça. Voilà. Ça peut pousser un peu notre réflexion, les troubles alimentaires. Ça peut aussi être un mal-être ou bien des problèmes sexuels, la libido. Donc ça peut se manifester de toutes ces manières-là. Ouais. D'accord. Donc comme il reste peu de minutes, moi j'ai envie de savoir quand on est responsable d'une structure, quand on est le manager, comment on s'arrange pour prévenir ce genre de situation. Parce que forcément, ça se répercute sur le rendement des employés. Un employé en burn-out, il ne travaille plus, donc forcément, c'est un manque à gagner. Donc comment on fait pour prévenir au maximum cette situation? Alors, il y a, on va dire, l'année dernière, j'ai été approché par un cabinet pour une étude qui a été commanditée par une entreprise au Burkina, bien sûr. Et ils avaient formulé leur demande sous la forme de motivation des travailleurs. Mais en réalité, lorsque nous avons commencé la consultation, j'ai bien vu qu'il y avait, au-delà donc de la motivation qu'ils avaient mis en avant, parce que quand on dit que c'est la motivation qui est en cause, c'est beaucoup plus... C'est souvent plus profond. Voilà, c'est plus joli. En fait, c'est plus beau de dire que... C'est parce qu'ils sont moins motivés qu'il faut venir voir, nous aider sur ce problème de motivation. Quand j'ai vu, on a commencé la consultation, alors les consultations, souvent, il y a déjà un pré-diagnostic qui est posé. Après, il y a le diagnostic qui est posé. Le diagnostic, donc, va par exemple amener à aller voir la documentation, le système de management, le système de relations sociales, comment est-ce que les tâches sont distribuées, l'environnement professionnel, la distribution des tâches. Est-ce que, ergonomiquement, par exemple, l'environnement de travail est agréable? L'aménagement de l'espace. Dans cette entreprise-là, parfois, les travailleurs venaient, ils n'ont même pas de place de bureau pour s'asseoir. Quand vous n'avez pas de bureau pour s'asseoir, comment vous faites? Vous voyez? On ne se sent pas forcément appartenir à la boîte puisqu'on n'a même pas de place pour s'asseoir. Donc ça devient difficile. Et quand j'ai fait mes enquêtes avec quelques outils, notamment par exemple un questionnaire par exemple sur le sentiment par exemple de reconnaissance, le sentiment de l'effort fourni par rapport aux récompenses obtenues. Mais c'était le jour et la nuit, en sachant que lorsque, à la fin, quand on a fait le point, on a bien vu que ce qui ressortait, c'était réellement la demande de reconnaissance,
le respect de la hiérarchie et bien sûr, à la fin, quand même, la reconnaissance monétaire. Ça veut dire que nous savons que tout travail mérite salaire. Nous travaillons, nous voulons être reconnus par rapport à ça. Le merci, là. Vous voyez. Et à la fin, ce qui est également ressorti, c'est le fait qu'il fallait essayer d'arrêter l'hémorragie. Puisqu'il y a des gens qui se sont rendus compte qu'ils se fatiguaient. Ils se fatiguaient, ils ont pris leurs jambes à leur cou et ils sont partis. Beaucoup de démissions. Beaucoup de démissions, des gens qui sont partis. Mais ça, c'est dans le cadre d'une organisation. Si c'est de vous à vous-même, vous ne pouvez pas démissionner, par exemple, de votre cabinet. Donc, vous avez autre chose à faire pour vous sortir de votre problème. Et dans ce cas, vous avez besoin de soutien. Et ce soutien-là, c'est le psychologue qui va venir, une étude qui va être faite, un médecin qui va vous accompagner et qui va vous amener à vous rendre compte que vous êtes vraiment en difficulté et vous prendre en charge. D'accord. Donc si moi c'est élaborer, effectivement, comme disait le professeur, élaborer des conditions de travail qui remplissent à la fois les aspirations des employés avec les exigences du milieu de travail pour arriver à ces fins. D'accord. Sinon, vous êtes, comme je disais tantôt, ce stress, tout problème organisationnel est générateur de stress. D'accord. Donc, on dirait que c'est important aussi de peut-être faire intervenir des psychologues du travail pour s'assurer que les employés se portent bien dans la boîte. Est-ce que c'est quelque chose qui est fait souvent ici? Non, ça c'est l'équipe de concertation à titre préventif. Vous avez votre médecin traitant, le médecin du travail, un expert, ça peut être un psychologue ou un psychiatre, et un travailleur patient. D'accord. Voilà. Ok. Les garçons, une dernière question. Par exemple, c'est une question que j'avais en tête. Est-ce qu'on peut juste consulter un psychologue juste pour la routine comme c'est là, et juste pour s'assurer que tout va bien? C'est l'idéal. C'est comme votre voiture. Vous n'avez pas besoin d'avoir un problème pour aller au CCVA. Vous avez le droit de vous dites, tiens, je ne sais pas ce qui se passe, je vais faire un tour pour la voiture. Même vous n'avez pas besoin d'avoir un mal de dos pour aller voir le médecin. Vous pouvez faire un, comme on dit, un check-up, vous allez vous sentir bien, vous dites, tiens, je ne sais pas, je vais aller voir. Il fait ses analyses, il vérifie un peu, tiens, ça va bien, il faut diminuer. Est-ce que souvent on ne se dit pas que c'est mieux de ne pas savoir? Parce que tu vas te lever, tu vas aller, on va dire, tiens, il y a ça. Et tu te dis, mais si je n'étais pas venu, je vivrais mieux. Mais tant qu'à faire, mais ici, effectivement, c'est pour booster effectivement votre énergie et exactement atteindre vos objectifs. Comme je suis un peu curieuse quand même, mais là c'est vraiment ma dernière question parce qu'on est pratiquement au bout de cette émission. Est-ce qu'on peut simuler un burn-out? Simuler? Oui. Est-ce qu'un employé peut faire semblant d'être en situation? Dans l'absolu, je ne dirais pas non, mais parce que c'est un syndrome, ça veut dire que c'est un ensemble de signes cliniques qui constituent le burn-out. Si vous simulez parce que ça a un coût pour l'entreprise, mais pour vous-même. Si vous simulez, votre chef d'entreprise peut vouloir un diagnostic, il va appeler un médecin, un psychiatre, un psychologue pour vérifier. Vous allez être dénoncé. Ça se voit. Donc dès la consultation, on verra que c'est pas réel. C'est un menteur, donc ça ne tient pas la route. D'accord. Je parlais tantôt du questionnaire. Le questionnaire scientifiquement, en appliquant ça, on va vous ne passerez pas. Non. Comme les enfants à la maison, il y a un jour, il ne veut pas aller à l'école. Ils se rendent compte que c'est un menteur. Est-ce que c'est accessible? Donc ça passe pas. Est-ce que les le questionnaire, mais est-ce que c'est accessible d'aller chez un psy ou de faire venir un psychologue du travail? Quelqu'un qui décide comme ça d'aller consulter. Oui, bien sûr. Il n'y a pas de raison que ce soit. En fait, les psychologues du bouquin, on va dire, n'attendent que ça. Parce qu'ils ne sont pas assez sollicités ou nous sommes sollicités, en fait, tellement à titre privé que ça devient comme ce n'est pas une activité professionnelle. Ce sont vos cousins, vos cousines ou l'ami d'un tel. Consultation familiale, comme le dirait quelqu'un. Donc, c'est comme si tu ne travaillais pas, alors que c'est du travail. C'est du travail. Alors, moi, par exemple, il y a peut-être 2 ou 3 semaines de cela, quelqu'un m'a appelé pour me dire, j'ai une personne là, vraiment, il m'a expliqué une certaine situation qui nécessite vraiment une prise en charge, un accompagnement psychologique terrible. Mais c'est de la volonté de la personne. La personne devait m'appeler, la personne ne m'a pas appelé. Le psychologue ne va pas prendre son téléphone. On m'a appelé pour me dire que tu ne vas pas bien. Il faut que la démarche vienne de la personne. C'est impératif. Parfois aussi, ça demande du temps pour la personne d'intégrer vraiment qu'elle a besoin d'aide et qu'elle doit aller vers le psychologue. Ça demande du temps. Parce que pour cette personne, moi, je ne désespère pas
que peut-être dans 1 mois, dans 2 mois, cette personne, je vais la voir. Voilà, c'est un cri au secours. Voilà. Bah, on espère vraiment que la personne va faire la démarche. On arrive au terme de cette émission. Donc, peut-être un dernier mot par rapport au stress, au burn-out. Qu'est-ce que vous voulez que nos téléspectateurs retiennent, Dr Zio? Alors, il faut dire qu'on va dire au Burkina, pour gérer ces situations-là, il y a bien sûr la médecine du travail, notamment par l'organisme, l'Office de la santé des travailleurs, l'OST. Et bien sûr aussi, si vous avez un médecin traitant aussi qui peut vous aider là-dedans. Et aussi, bien sûr, par le réseau personnel sur lequel on peut s'appuyer pour pouvoir régler ce problème-là. Mais surtout, il faut que nous arrivions à dépasser le complexe ou la difficulté à aller vers les spécialistes qui peuvent nous aider à résoudre ponctuellement un problème. On ne peut pas toujours résoudre les problèmes tout seul et on ne peut pas toujours les résoudre avec des gens qui ne sont pas compétents, qui ne sont pas des spécialistes de la question. C'est ce que très souvent nous avons tendance à faire et au niveau psychologique, c'est tellement fragile et c'est tellement délicat qu'on ne peut pas confier ça à tout le monde. Donc on a vraiment besoin d'aller vers les spécialistes. Et les spécialistes sont là, même si on n'est pas nombreux. Vous êtes là. Voilà, on ne sera jamais assez nombreux de toute façon au Burkina pour l'instant, mais ces professionnels sont là pour le bien-être de la population, puisque ce qui nous intéresse, c'est notre bien-être. Nous travaillons tous pour le bien-être de tous, les médecins comme les psychologues. Ok. Bon, c'est vrai ce que dit le professeur Zio. Il ne faut pas voir la psychologie comme étant voilà, une démarche vers la pathologie ou les pathologies. Mais il y a par exemple, il y a des psychothérapies du bien portant, du coaching. Donc vous pouvez aller consulter effectivement un psychologue, histoire de dire, bon écoute, sur cette voie, vas-y, voilà les atouts que tu peux encore emprunter pour atteindre tes objectifs. Donc autant on peut soigner le pathologique, autant aussi on peut pousser l'énergie nécessaire pour accomplir ces objectifs. En tout cas, merci beaucoup. Aujourd'hui, on peut dire qu'on sort de cette émission fort édifié. On a beaucoup appris. Même si on est arrivé en retard. Mais j'ai suivi le tour avant d'arriver ici. Ben, je sais. Donc vraiment, merci beaucoup Dr Zio, merci Dr Zema, merci Alex pour tes précieux conseils. Merci Rachid de nous avoir rejoints. Merci beaucoup à vous de nous avoir suivis, merci de nous avoir écrit. C'est vrai que je n'ai pas lu tous les messages, mais je pense que vous avez été très attentifs et que vous avez apprécié cette émission-là. Donc on espère que vous avez tout bien compris, que vous allez faire très attention à vous, parce qu'il faut être en bonne santé pour être productif. Et pour être productif, forcément, il faut faire attention aux signaux que notre corps nous envoie pour aller voir le psychologue à temps avant qu'on ne vous amène voir le psychiatre. Quelqu'un me l'a dit quelque part. Je ne sais pas si c'est un bon conseil, mais je pense que c'est important à intégrer. Merci beaucoup. On se dit à la semaine prochaine, lundi prochain, s'il plaît à Dieu, pour une nouvelle semaine. Cette fois, dans un nouveau mois avec d'autres sujets. Prenez grand soin de vous. Restez fidèles au programme de BF1. Au revoir.